Bienvenue dans cette vidéo de formation dans laquelle je vais vous faire découvrir les fondamentaux de l'épigénétique et de la nutrigénomique, sa discipline corollaire. Moi, je m'appelle Marimina Könor-Pikalisto, je suis nutritionniste formée en Finlande et je suis spécialisée en épigénétique et je suis également passionnée par la médecine fonctionnelle. Cette vidéo est destinée au grand public. Elle sera suivie d'autres capsules vidéo thématiques pour former les praticiens de santé à mieux comprendre l'épigénétique et la nutrigénomique pour le bénéfice de leurs patients. Vous les trouverez prochainement sur le site de Génie Santé. Avant qu'on puisse plonger dans le monde de la nutrigénomique et l'épigénétique, j'aimerais bien vous montrer quelques bases du fonctionnement du code génétique pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement d'épigénétique, que je vais vous montrer plus tard. Donc, notre code génétique est situé à l'intérieur du brin d'ADN que vous voyez dans cette image. Et ce brin d'ADN est très très long et il se situe dans le noyau de quasiment toutes les cellules. Et il se entoure autour les protéines qui s'appellent histones pour qu'ils puissent se condenser et se mettre dans le noyau. Et un gène, c'est une partie spécifique de cette brin d'ADN. Et on estime maintenant que nous avons à peu près 20-21 000 gènes qui codent la production de protéines. Et ce montant présente que 1% de notre information génétique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. L'ADN est déterminé à la naissance, comme vous saviez peut-être, et il ne change jamais, sauf si on va à l'espace, mais autrement, il reste intact. Et cet ADN, entre chaque individu, est identique jusqu'à 99,9%. Donc, entre vous et moi, il n'y a que 1% qui est différente. Chaque gène, et donc chaque gène dans ce code génétique, est constitué qu'avec 4 bases nucléiques. Ils sont adénine, thymine, cytosine, guanine. Et on les marque souvent avec leurs premières lettres, donc A, T, C et G, comme vous voyez dans cette image. Et ces bases nucléiques donnent les recettes pour produire toutes les protéines qui ont la fonction primordiale pour l'organisme. Donc, les protéines comme les enzymes qui font toutes les réactions chimiques dans le corps, les hormones, les neurotransmetteurs, les muscles pour donner le cadre pour notre corps, etc. Et dans cette image, vous voyez bien, il y a un gène qui code soit une protéine ou plusieurs, et une série de chaque 3 bases nucléiques donne une recette pour une acide aminé. Donc, plusieurs acides aminés égale une protéine, un gène. Donc, comment on est différent? On a le code génétique qui est quasiment identique. Il y a 2 choses qui expliquent, génétiquement parlant, pourquoi on est différent. La première, c'est les mutations. Les mutations sont assez rares, surtout dans les gènes qui codent la production des protéines. Les mutations sont souvent visibles et exprimées dès la naissance. Et il peut s'agir soit une partie d'un gène, tout le gène ou tout le chromosome. Comme par exemple la maladie assez connue, la trisomie 21, qui est dépistée déjà avant la naissance. Il y a aussi les polymorphismes. Et eux, ils sont beaucoup plus souvent. On les a plusieurs dans chacun de notre code génétique. Ils sont beaucoup plus légers que les mutations, mais ils peuvent influencer dans la façon dont les gènes expriment et fonctionnent en façon optimale. Le plus souvent, les polymorphismes sont un changement d'une lettre. Dans la littérature anglaise, on les appelle les SNPs, les SNP. C'est un acronyme qui vient de l'anglais, qui veut dire Single Nucleotide Polymorphism. Donc, c'est justement un changement d'une lettre dans le code génétique. Et dans l'image, on voit un exemple de la couleur des yeux. Il y a juste un changement d'une lettre et ça change la couleur des yeux. Les polymorphismes sont souvent ce sort de changement qui donnent notre trait et notre caractéristique
comme la couleur des yeux ou les cheveux, mais ils peuvent aussi changer la façon que notre métabolisme fonctionne. Et c'est en fait ces polymorphismes-là que nous sommes très intéressés parce qu'on sait que ces polymorphismes-là, on peut changer par les facteurs de l'environnement. Comme par exemple, là, vous voyez dans cet exemple, c'est un exemple d'un test ADN, un test ADN que moi j'utilise du laboratoire Nordic Genex. On voit bien, il y a 3 gènes. Donc, souvent les tests ADN sont similaires. On montre le nom de gène, on explique c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fait dans notre organisme. Et à droite là, on voit notre propre variation. Et s'il y a un changement dans l'être, on voit souvent avec le code couleur si cette variation est défectueuse ou protecteur. Ça peut être un ou l'autre. Ou ça peut être tout simplement différent et on ne peut pas dire si c'est moins bien ou mieux. Mais quand même, ça montre que au niveau métabolique, ces polymorphismes-là peuvent changer la façon que notre corps fonctionne. Par exemple, le premier exemple là, le compte, agit sur l'élimination des neurotransmetteurs, le métabolisme des neurotransmetteurs, l'élimination des neurotransmetteurs, l'élimination des estrogènes et les autres molécules toxiques. Donc, il a un rôle assez important. Le deuxième ADRP2, c'est un gène qui régule le stockage des glucides. Donc, avec cette variation qu'on voit ici, le gène fonctionne un petit peu moins bien. Donc, on a plus de tendance de stocker des glucides. Et le dernier, IL-6, qui est en cytokine pro-inflammatoire. Avec cette variation-là, on est plus sensible d'avoir une inflammation chronique. Donc là, on voit les polymorphismes, mais peut agir vraiment dans la façon que ces enzymes fonctionnent et qui nous tient en bonne santé ou qui nous fait un petit peu plus sensibles vers les maladies chroniques. Donc, on vient maintenant à la naissance de l'épigénétique. En fait, en 2003, on a fait le premier séquençage du génome humain et le monde scientifique avait beaucoup d'expectations parce qu'on pensait que là, on peut résoudre le problème de plusieurs maladies liées à la génétique. Mais en fait, non. On a constaté que, comme je vous ai dit, on a quasiment tous le même code génétique et dans chaque cellule, on a le même code génétique. Donc, en fait, ce séquençage génétique a évoqué plus de questions que les réponses. La première question, c'était comment on peut expliquer que le même code génétique est lu différemment entre les cellules différentes. Par exemple, une cellule de la peau et une cellule du foie, ils possèdent exactement le même code génétique, mais ils ont le fonctionnement complètement différent. Donc, ils utilisent le même code génétique différemment. Deuxièmement, on n'arrivait pas à expliquer comment les jumeaux identiques qui possèdent le même patrimoine génétique, le même code génétique, ont les conditions de la maladie ou la santé complètement différentes. Donc, le phénotype, le mot qu'on utilise pour présenter comment le corps s'exprime au niveau métabolique, peut être complètement différent, même si on partage exactement le même code génétique. Donc, c'était la naissance de l'épigénétique, qui est en science qui explique comment on peut changer l'expression de gènes. Donc, en fait, on a trouvé que même si le code génétique ne change pas, on peut taguer quelque part, on peut ajouter les petits marqueurs, disons, épigénétiques sur le code génétique sans que ça change le code génétique, mais ça peut changer le phénotype, donc en fait l'expression de gènes. Là, cette image, vous voyez bien, il y a à la fois notre code génétique qui influence beaucoup. Quelque part, ça donne les cadres où à l'intérieur, notre corps puisse fonctionner.
Et à côté, il y a l'environnement qui modifie et qui peut soit améliorer, soit détériorer l'expression de gènes. Et les deux ensemble donnent le phénotype, notre métabolique corporel et actuel. Donc, en fait, cette naissance de l'épigénétique était un changement de paradigme où, à la fois, on a réalisé que pour la première fois, on n'est pas les victimes de nos gènes, on est devenu acteurs principaux ou actrices principales de nos propres génétiques. Et d'autrement, ça a évoqué la demande et le besoin d'une médecine personnalisée. Parce que pour la première fois, on réalisait qu'il n'y a pas un seul régime qui fonctionne pour tout le monde et pour tout le temps. Il faut vraiment pouvoir préciser et personnaliser les soins et la médecine pour que ça puisse, pour le mieux, parler à nos gènes. Donc, l'épigénétique, c'est une science qui étudie l'impact de l'environnement sans changer le code génétique. Et ça explique justement comment le même code génétique peut être utilisé différemment entre les cellules. Ça explique aussi les traits et les caractéristiques qui sont hérités par génération sans changer le code génétique. Donc, nous, on peut très facilement avoir les caractéristiques ou les traits de nos parents ou nos grands-parents sans qu'on le voit dans notre code génétique. Et c'est ce qui est peut-être le plus important et plus marquant, c'est que grâce à l'épigénétique, on a compris que c'est notre environnement et notre hygiène de vie qui a une influence super importante pour notre santé parce que c'est l'environnement, l'alimentation et hygiène de vie qui peut changer l'expression de notre gène, nos gènes. Là, dans cette image, je vous montre juste toutes les façons qu'on peut influencer notre expression génétique. Donc, bien évidemment, alimentation, c'est très important et c'est surtout le plus étudié. Et je vais vous montrer quelques exemples à la fin de cette présentation. Après, il y a l'état d'esprit, les problèmes financiers. Donc, en fait, évidemment, c'est ce qui est très important, c'est la gestion du stress et la méditation. La méditation est étudiée de plus en plus et on sait que la méditation peut avoir un impact très positif, surtout c'est ce qu'on appelle la méthylation d'ADN. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Les contacts sociaux très importants, nutraceutiques, donc les compléments alimentaires, les drogues, évidemment, ils sont très importants sur l'expression génétique. Santé digestive, notre microbiome, donc en fait les gènes de nos bactéries dans l'intestin, ils sont même beaucoup plus nombreux que nos gènes à nous et ils ont un impact très très fort de nos gènes et l'expression de notre patrimoine génétique. L'activité physique, très important, il ne faut pas faire trop de sport ni trop peu non plus. Tabac, super important, et tabac est une des choses qui peuvent laisser les petites marques épigénétiquement sur notre code génétique sans changer le code qui reste là, qui tag notre patrimoine génétique jusqu'à 4 générations. Donc, il a un impact très, très fort et long terme sur notre expression génétique. Maladie, bien évidemment, ça change beaucoup de l'expression génétique. Rythme circadien, un petit peu comme la méditation, on voit bien que le bon sommeil est très, très important. C'est un petit peu grâce à épigénétique qu'on commence à comprendre au niveau que le sommeil réparateur est important pour une bonne expression génétique. Voilà, je vais vous montrer maintenant un petit peu plus le mécanisme épigénétique et comment ça peut avoir une influence, changer notre expression génétique. Il y a 3 façons, maintenant il y en a peut-être plus, mais ces 3-là sont étudiés et connus maintenant. La méthylation d'ADN, la modification des histones et la création des chaînes de ARN non codants. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, cette image
pour vous à montrer que aussi l'alimentation joue un rôle très important à ces niveaux-là. Donc, la modification des histones, les petites protéines que je vous ai montrées au début, ils peuvent être attaqués par c'est ce qu'on appelle les groupes méthyl et groupes acétyl, qui éteignent et qui allument les gènes. Là, si on les colle dans les petites protéines histones, on peut condenser ou libérer cette prendre d'ADN. Donc, en fait, empêcher ou libérer la lecture. Donc, ça permet de, si besoin, empêcher la lecture d'une partie importante de notre génomique, code génétique. La méthylation d'ADN, en revanche, peut attaquer une partie d'un gène ou un gène. Donc, c'est une partie spécifique du code génétique qui peut être attaquée par la méthylation d'ADN. Et la méthylation ADN éteint toujours la lecture de gènes. Donc, c'est un petit peu comme un interrupteur qui éteint, qui empêche la lecture génétique. Et le troisième, les ARN non codants, ce n'est pas un mécanisme épigénétique pur parce que ça ne laisse pas les traces sur le code génétique, mais ça quand même régule l'expression de gènes et l'utilisation, le code génétique et la production et la survie, le ARN messager. Donc, c'est important, mais c'est moins étudié. Cette image, pour vous montrer vraiment l'action de l'alimentation et l'importance de l'alimentation pour ces trois mécanismes. Donc là, on voit la modification des histones, la méthylation d'ADN et les ARN non codants. Et là, on voit toutes les molécules de la nutrition. Il y a EGCG, du thé vert, par exemple, le resveratrol, le fameux resveratrol du vin rouge, par exemple, quercétine qu'on trouve dans les oignons ou de la pomme, et plusieurs curcumines du curcuma. Toutes ces molécules-là, on les appelle maintenant les adaptogènes épigénétiques parce qu'ils régulent directement et fortement l'expression de gènes par ces trois techniques. Soit, et ça peut être soit une régulation négative qui nous dirige vers les maladies occidentaux, ou régulation positive qui nous éloigne de toutes ces maladies-là. Et évidemment, on peut avoir une régulation positive en utilisant les adaptogènes épigénétiques qu'on voit ici. Ce n'est pas toute la liste, mais c'est les exemples peut-être les plus connus. Donc, encore un schéma pour vous montrer le mécanisme épigénétique, les deux le plus étudiés et connus. Donc, la modification des histones. Là, dans cette image, vous voyez bien les histones qui peuvent être condensés, mettre ensemble par les groupes méthyl pour empêcher la lecture d'une grosse partie de code génétique. Et là, on voit les histones libérées. Donc, c'est souvent avec, soit on enlève le groupe méthyl, soit on ajoute un groupe acétyl pour libérer la lecture du code génétique. Et là également, vous voyez les marqueurs épigénétiques qu'on peut taguer un petit peu, on s'appelle les queues des histones, et ça peut être justement les traits ou les caractéristiques héritées de nos parents ou grands-parents, ou ça peut être le tabac, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça ne change pas le code génétique, mais ça quand même laisse une marque, une trace de nos parents ou grands-parents. Donc, la méthylation d'ADN, biochimiquement, c'est un processus très, très simple. C'est un ajout, c'est ce qu'on appelle un groupe méthyle. Il y a 3 hydrogènes et un charbon qui, quand on l'ajoute dans le code génétique, on le met toujours dans le cytosine, donc c'est le base nucléique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça empêche la lecture. Mais tout à l'heure, on va voir la méthylation métabolique qui active les molécules. Et c'est le même processus, c'est le même groupe méthyle qu'on peut attacher aussi dans les molécules métaboliques.
Encore un schéma pour vous expliquer le même processus. Donc, il y a les groupes méthyl et les histones. On peut modifier par l'alimentation et hygiène de vie. Donc, la méthylation, c'est la même chose pour la modification des histones. On peut équilibrer et changer la méthylation d'ADN par l'alimentation. La méthylation est dépendante des nutriments comme les vitamines B, les acides aminés, donc la consommation des protéines, la bétaïne, le zinc et le magnésium. Et la méthylation déséquilibrée est aussi impliquée dans plusieurs pathologies comme les troubles cardiovasculaires, les problèmes de la production d'énergie, les problèmes hormonaux ou mentaux et même les cancers. Et c'est justement ce mécanique épigénétique qui rend la méthylation tellement importante. Maintenant, la nutrigénomique. Donc, en fait, quand l'épigénétique étudie l'expression de gènes et le changement d'expression de gènes par l'environnement, la nutrigénomique est une science parallèle, mais qui étudie l'impact des nutriments sur l'expression de gènes. Donc, on se focalise de nutriments et la nutrition et comment notre alimentation parle à nos gènes et comment notre alimentation peut changer l'expression de nos gènes. Donc, on est intéressé quels nutriments puissent le mieux parler à notre génétique. Donc, on étudie les nutriments et on essaie de chercher et trouver les nutriments qui puissent être le plus puissantes pour parler et changer notre expression des gènes pour le mieux. Il y a encore une autre science qui s'appelle la nutrigénétique, très très proche de nutrigénomique, mais nutrigénétique étudie comment les gènes peuvent changer et avoir un impact de la façon dans laquelle on peut utiliser les nutriments et la nutrition est en bénéficier pleinement. Donc là, on est intéressé des polymorphismes dont on a parlé au début et comment les polymorphismes peuvent changer l'absorption des nutriments, des vitamines, ou l'activation des vitamines, ou bien, par exemple, le métabolisme des lipides et sucres. On est tous uniques par tous ces processus métaboliques. Donc, la nutrigénétique souligne vraiment l'importance et l'approche de la médecine personnalisée pour qu'on puisse proposer l'alimentation et les compléments alimentaires le plus ciblés pour notre patrimoine génétique. Donc voilà, les deux sciences nutrigénétiques et nutrigénomiques fonctionnent ensemble et sont toujours à l'interaction entre les gènes et notre nutrition. On va parler encore un petit peu de la méthylation parce que c'est tellement important. Tout d'abord, il y a la méthylation d'ADN, comme on a vu tout à l'heure, et aussi la modification des histones qui régule la lecture de notre code génétique. Donc, on voit notre code génétique ici et les trois façons ou mécanismes épigénétiques peuvent agir dans la transcription. Donc, quelles que soient des faiblesses génétiques. Après, il y a la traduction qui prend en compte les faiblesses génétiques, et c'est là aussi où on peut agir avec épigénétique et avec nutrigénomique. C'est la traduction qui produit justement grâce à ces bases nucléiques qui produit les acides aminés et les protéines qui font les fonctions primordiales dans notre organisme, dans notre corps. Là, on voit l'impact des polymorphismes. Donc, en fait, là, il n'y a pas un changement dans le code génétique. Donc, on a les bons acides aminés, on produit une protéine normale. En revanche, là, il y a un changement dans le code génétique, un changement d'une lettre. Donc, il y a une acide aminé qui n'est pas bonne et il y a une protéine altérée. Et aussi là,
on peut agir grâce à la micronutrition pour aider à améliorer et perfectionner le fonctionnement de cette protéine qui a subi un polymorphisme. La méthylation métabolique, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est le même processus que la méthylation d'ADN. C'est un schéma compliqué, mais on va regarder ça en détail dans la prochaine vidéo où on plonge vraiment dans la méthylation. Mais là, je voulais vous montrer le schéma juste que vous compreniez que la méthylation est vraiment omniprésente et il a un impact très important dans plusieurs voies métaboliques. Là, à gauche, là, on voit, c'est ce qu'on appelle le cycle de stress oxydatif et la capacité antioxydante de l'organisme. Il a besoin de la méthylation. Là, on voit le cycle de neurotransmetteurs et aussi le métabolisme hormonal, qui a aussi besoin de la méthylation. Là, il y a le cycle de folate, donc la production et le métabolisme des folates, l'activation des folates, très, très important pour la fertilité, par exemple, et pendant la grossesse, et qui est aussi très important pour la production de ces groupes méthyl, dont on a parlé tout à l'heure. Après, le cycle de méthionine, qui est aussi lié à la cycle de transsulfuration, donc la détoxification, la production de la glutathion, un antioxydant très important. Et il y a aussi la production d'énergie qu'on ne voit pas dans ce schéma, mais il a besoin de la méthylation. Par exemple, les molécules comme L-carnitine et CoQ10 ont besoin de la méthylation pour que le corps puisse le créer. Donc, la méthylation est omniprésente. On a besoin tout le temps, quasiment dans toutes les cellules. Là, les acronymes que vous voyez là, c'est les gènes. Et c'est les gènes qui sont souvent regardés dans les tests ADN, justement pour pouvoir voir comment la méthylation fonctionne au niveau génétique, pour qu'on puisse l'améliorer avec la nutrition et les compléments alimentaires. Comme on a déjà vu, la méthylation est 100% dépendant de la nutrition. Il y a l'acide folique naturel ou activé, bien évidemment, bétaïne, choline, les autres vitamines B, méthionine, qui peuvent produire ces groupes méthyl qui peuvent s'attacher soit sur le print d'ADN ou dans les molécules pour les activer. On a besoin aussi le zinc et le magnésium comme les cofacteurs. Là, dans ce schéma, je voulais vous montrer ou préciser une différence des tests ADN et l'expression de gènes. Donc, en fait, les tests ADN peuvent nous montrer les faiblesses et les forces génétiques. Donc, en fait, les polymorphismes. Est-ce qu'on a les polymorphismes qui peuvent changer l'expression de gènes et qui peuvent être défectueux et qui peut-être ont besoin de plus de soutien que l'autre? Mais là, les tests ADN ne peuvent pas montrer l'expression de gènes. Parce que les tests ADN ne montrent pas comment les gènes sont exprimés à tel et tel moment. Donc, pour faire ça, pour voir ça, on peut utiliser les bilans sanguins. Le bilan sanguin, les marqueurs assez connus qui peuvent nous montrer comment ces gènes sont exprimés à un moment précis. On voit comment la méthylation fonctionne, détoxification, l'inflammation, stress oxydatif, le métabolisme des lipides et sucres, donc les voies métaboliques, comment ces gènes sont exprimés, on les voit dans un bilan sanguin. Donc ça, c'est un produit que le laboratoire Nordic Genex propose, mais c'est juste pour vous préciser que l'expression de gènes, ça se voit au niveau métabolique et on peut utiliser soit le bilan sanguin ou les autres outils un petit peu plus spécialisés qui montrent par exemple la méthylation d'ADN un moment réel. Et pour finir, je vous montre deux cas concrets, le brocoli et les antioxydants. Donc, deux façons dont on peut utiliser l'alimentation pour mieux gérer notre expression de gènes.
Premièrement, brocoli, donc, qui est très très connu et peut-être une des plantes le plus intéressant et au moins le plus étudié dans nutrigenomique. Et donc, vous en avez sûrement parlé. Merde, attends. Pour finir, j'aimerais vous montrer 2 cas concrets de la nutrigenomique en action, comment on peut vraiment agir sur l'expression de gènes par l'alimentation. Premièrement, brocoli, un aliment très très connu. C'est un Rolls-Royce de la nutrigenomique, si on peut dire ça. Sûrement le plus étudié, très très intéressant, qui contient les polyphénols, des glucosinolates et les autres composants très importants, très intéressants, qui montrent que le brocoli peut vraiment améliorer le fonctionnement de plusieurs voies métaboliques, comme l'inflammation, le stress oxydatif, la détoxification. Il joue aussi un rôle très important dans la réparation et la protection d'ADN grâce à l'épigénétique et la méthylation d'ADN. Aussi, brocoli contient du soufre, comme tous les autres crucifères, qui est très important pour la synthèse de la glutathione. Glutathione, qui est un master antioxydant, est une molécule très importante pour la détoxification. Donc, manger assez de soufre, c'est très important. Mais aussi, brocoli contient des glucosinolates qui donne un dérivé qui s'appelle indole 3-carbinol, qui est une molécule très importante pour la détoxification, surtout les estrogènes. Si on a assez d'acidité dans l'estomac, il est converti en diindolylméthane, DIM, qu'on trouve dans plusieurs compléments alimentaires. Cette DIM agit sur la phase 1 de la détoxification. Donc, il va activer des CYP, les cytochromes P450, et aider à éliminer des estrogènes. Mais attention, parce que DIM agit seulement sur la phase 1. Donc, si on a les polymorphismes ou les problèmes dans la phase 2, on n'est pas bien avec DIM. Donc, faites attention si vous l'utilisez. En revanche, le brocoli aussi, surtout les germes du brocoli, contient une molécule qui s'appelle sulforaphane, qui est peut-être la molécule le plus intéressant du moment, qui active, c'est ce qu'on appelle un facteur de transcription, NRF2. Et en fait, cette NRF2 peut réguler la détoxification en ralentissant un petit peu la phase 2 et activant la phase 2. Donc, en fait, si jamais on a les polymorphismes dans la phase 1 et phase 2, et sûrement si on a les polymorphismes dans la phase 2, dont la méthylation fait partie, le sulforaphane est beaucoup mieux que DIM. C'est beaucoup plus efficace et sécure de l'utiliser. En plus, NRF2, il ne fait pas que ça, il arrive à activer la production des antioxydants comme la catalase, la glutathione et aussi superoxydisme mutase, et il éteint les gènes de la voie de l'inflammation. Donc, il arrive à éteindre l'expression de IL-6 et TNF-alpha, par exemple. Donc, c'est très intéressant et très prometteur pour plusieurs maladies, plusieurs conditions. Par exemple, de l'élimination des estrogènes. Voilà, dernièrement, antioxydants, un exemple de fonctionnement des antioxydants. Donc, nous, on a les antioxydants enzymatiques et non enzymatiques. Et encore, on a les antioxydants exogènes qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, donc on les a besoin par la nutrition, et les antioxydants endogènes, donc qui sont produits par notre corps. Et c'est les antioxydants endogènes, enzymatiques, qui sont les plus importants. Et si jamais on a les polymorphismes dans la production de ces antioxydants-là,
il faut faire beaucoup plus d'attention et il faut soutenir d'abord la production de ces antioxydants avec les cofacteurs et les molécules nécessaires pour produire ces antioxydants, mais aussi donner les autres antioxydants exogènes. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que même si on a toujours besoin des antioxydants, moi je les appelle les antioxydants traditionnels comme la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, du point de vue de nutrigénomique, on a besoin plus des antioxydants modernes. C'est ce que vous avez vu quand je vous ai montré le fonctionnement épigénétique. Donc en fait, les molécules comme EGCG, de thé vert, le curcuminoïde du curcuma, le resveratrol, et toutes les molécules-là qui fonctionnent comme les antioxydants, mais qui n'appuient pas seulement sur une action, mais sur plusieurs actions et plusieurs voies métaboliques. Là, on va parler beaucoup plus de ça dans l'épisode du stress oxydatif et la production des antioxydants. Pour finir, quelques mots sur l'avenir de la nutrigénomique. Donc, comme vous avez pu constater, la science de la nutrigénomique et l'épigénétique a évolué beaucoup pendant les 10 dernières années. La science ne connaît pas du tout tout encore, donc on est en train de prendre les premiers pas, mais on sait déjà beaucoup par rapport aux polymorphismes et tout ce qu'on peut faire pour améliorer leur expression. Et on connaît aussi, grâce à la méthylation ADN, on connaît comment on peut éteindre et allumer les gènes sans les polymorphismes. Donc, comme je vous ai expliqué, on a plus en plus de tests à la fois d'étudier les polymorphismes de chaque individu, mais on a plus en plus de tests qui peuvent montrer l'expression de gènes à un moment présent. Et c'est grâce à ces outils-là que je suis persuadée, et ce n'est pas seulement que moi, la science est persuadée que dans l'avenir proche, on peut proposer vraiment, et déjà maintenant, on peut proposer les traitements beaucoup plus personnalisés. Et la médecin de l'avenir proche, ça va être une médecin de la précision grâce à ces outils. Où on peut, au niveau métabolique, on peut montrer comment et quelle sorte de l'alimentation et régime et les compléments alimentaires sont les mieux ciblés pour chaque individu. Je vous remercie pleinement de votre attention et j'espère bien que cette vidéo vous a plu et vous donne de nouvelles perspectives sur la santé préventive. Inscrivez-vous sur le site de Génie Santé afin de recevoir les prochaines capsules vidéo thématiques qui aborderont la méthylation, donc la méthylation ADN et métabolique, l'inflammation, le stress oxydatif et la production des antioxydants, la détoxification phase 1, phase 2, et bien le métabolisme hormonal, et pour finir, le métabolisme des lipides et sucres. Et tout ça du point de vue de l'épigénétique et la nutrigénomique. Voilà, à très bientôt sur geniesanté.com. Merci beaucoup.